Sur Bretagne 5, où il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin, Kenzo Raoult, il est conseiller régional jeune à la région Bretagne, conseiller municipal des jeunes à Paimpol, affilié républicain. Il va nous en dire un petit mot tout à l'heure. On va parler politique. Bonjour, Kenzo Raoult. Merci de votre invitation. Alors, de bon matin, tout de suite, on entame, j'allais presque dire, on rentre dans le vif du sujet avec ce budget qui pourrait être, chahuté à l'Assemblée nationale. En tout cas, les discussions s'annoncent pour le moins houleuses. Qu'est-ce que ça représente, ce vote de budget pour un jeune élu tel que vous, Kenzo Raoult? Qu'est-ce que ça représente? Budget serré, mais nécessaire. Je cache à personne, hein, je suis soutien du gouvernement Barnier. C'est économie. Là, la question n'est pas à trouver les responsables. Bien sûr, faut se serrer la ceinture. Tout le monde doit mettre à la poche et malheureusement, les débats s'annoncent houleux et il va falloir faire des choix difficiles. Alors on est dans une période compliquée, y compris pour les jeunes. On en dira un mot tout à l'heure. Est-ce que j'allais presque dire, est-ce que le budget, ce vote de budget restreint tombe au bon moment dans une France fracturée avec des attentes sociales, avec des difficultés. Comment faire finalement l'équilibre pour arriver à réaliser des économies, on l'aura compris, nécessaires, et en même temps poursuivre les grands projets, poursuivre, tout ce qui fait que la France avance finalement. Déjà pour moi, il y a deux choses à faire. Il y a des économies d'une part et une dépense utile. Je prends par exemple en Île-de-France un plan vélo. Il y a un plan vélo par la région Île-de-France, par l'État, par la ville de Paris et par l'agglomération. Donc la question se pose de combien on dépense et comment on dépense. On donne peu aux collectivités territoriales et locales, même aux radios, je pense que vous en serez témoin. Oui, on va en dire un mot tout à l'heure des radios, mais sans corporatisme. Donc, dépenses utiles, mais aussi économiques, comme on l'a dit, et donc il va falloir faire des choix. Par exemple, pour l'éducation, c'est 4000 postes qui vont sauter. Donc c'est dur, mais ce n'est pas que pour nous. On pense à la culture notamment, il y aura une baisse du budget, on pense à l'environnement. Donc c'est vraiment, tout le monde se serre la ceinture. Une austérité pour les plus riches avec une participation un peu plus élevée dans un état d'urgence, et aussi continuer à se serrer la ceinture pour les plus démunis, même si ça reste compliqué. Donc c'est un budget d'effort et on espère que c'est temporaire. Mais ce n'est pas que le budget en réalité, c'est qu'il faut refaire toute la boucle et c'est que le départ en fait de cette nouvelle politique qu'il faut lancer. Alors, nouvelle politique, ça veut dire aussi penser différemment l'avenir, comment on vote les budgets, comment on monte les budgets, parce que c'est important aussi. Qui bénéficiera de ces budgets? Voilà, c'est repenser finalement tout un mécanisme qui a tourné un petit peu en roue libre, on pourrait le dire comme ça, depuis des années. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué à le faire passer. Je sais pas trop comment ils vont s'y prendre, puisqu'on a 3 blocs assez fracturés. Donc c'est vrai que ça ne marche pas vraiment. Les débats vont être certes houleux, mais à voir à quel résultat on va y arriver. Mais je ne peux pas dire, mais bien sûr, il faut repenser, mais pas tout. Donc en réalité, ça dépend aussi, je pense, d'une responsabilité collective. Bien sûr, il faut refaire, mais je pense que les élus, les personnes qui ont été investies d'une mission qui a été confiée par des électeurs, doivent aussi montrer leur responsabilité et faire preuve de sang-froid et de savoir travailler ensemble et d'essayer d'être le moins sectaire possible et de penser à l'unité publique en premier. Alors avec quand même une grande colère de la gauche qui a détricoté pas mal ce projet de budget qui va revenir donc à l'Assemblée, qui peut être encore fortement remanié, on peut s'attendre, en tout cas la gauche, le bloc de gauche l'a annoncé, il ne votera pas le budget en l'état, le Rassemblement national le votera en ce qui le concerne, donc a priori pas de motion de censure, mais peut-être aussi l'arrivée d'un 49-3. On sait que Michel Barnier n'y est pas favorable, mais ça pourrait être une option si vraiment ça coince. Notre politique, elle est simple, c'est essayer d'avancer ensemble. Le nouveau Front Populaire n'a pas accepté de participer. Moi, je le rappelle, on n'est pas macroniste, on n'est pas le péniste non plus. Mais c'est qu'à un moment, on n'a pas des très bons, on est un petit parti, maintenant, c'est triste à dire, mais bon, on l'est quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment prendre des responsabilités. C'est que, voilà, chacun met du sien. Ils veulent pas, tant pis pour eux. J'ai envie de dire, on va essayer de travailler avec, et ça me fait pas plaisir de travailler avec telle personne ou telle personne, mais il n'y a pas le choix. Donc on va essayer de le travailler, et j'espère que, peut-être ils reviendront à la raison, mais que justement chacun vote, et que le but n'est pas de passer par un 49-3, mais s'il le faut, malheureusement. Il faut de l'unité dans ce pays fracturé, il faut une unité nationale pour avancer. Oui, totalement. Je pense que l'hémicycle aujourd'hui est symbole
de tout ce qui ne va pas dans ce pays, entre guillemets. Ce n'est pas une critique, mais c'est que justement il n'y a pas d'unité. C'est là le problème, et que justement ça en ressort. Et donc il va falloir trouver des solutions rapidement et que chacun se reprenne en main. Alors on voit les Républicains à droite, alors vous dites un petit parti, en tout cas par le nombre de représentants, certes. Un grand parti d'élus, mais voilà. Voilà, qui pèse évidemment dans le jeu politique. Bon, avec quand même parfois des hochements de tête. Augmenter les impôts, c'est pas forcément dans l'idée des Républicains. Non, ce n'est pas notre ADN, mais comme on le répétait, je suis pas là pour faire le procès. Moi, je vais quand même un peu le faire. Allez, vous avez le droit à la parole. J'ai le droit, donc... on a cramé la caisse, comme dirait Valérie Pécresse, ça fait des années qu'on prévient, on prévient. Alors j'entends dire les gens, oui, on dit que ça fait longtemps que la dette explose et tout ça. À un moment, on continue, stop, on s'en rend compte. Donc là, aujourd'hui, c'est retour à la réalité, le rêve, c'est fini. Donc nous, c'est pas dans notre ADN d'augmenter les impôts. On le fait pour les 0,05% des plus riches, et c'est une mesure qui est temporaire, on l'a rappelé. Donc, il y a pas le choix en réalité, c'est qu'on doit mettre un peu, justement, comme je disais, nos idées de côté et essayer de travailler ensemble. Nous, on n'est pas forcément pour, mais il n'y a pas le choix, il faut trouver de l'argent. On est dans une dépense sociale aussi qui est un peu trop élevée, et on va limiter les fraudes. Donc, on justifie un maximum les dépenses, et comme je vous l'ai dit, on va voir les dépenses parce que c'est bien aussi, parce qu'on est le pays, un des pays qui taxe le plus, où il y a le plus d'imposition, et l'argent est très mal utilisé, on ne sait pas où va l'argent. Donc, le fait est là. Il faut savoir bien économiser et bien dépenser et faire des efforts temporairement. Il faut arriver à un équilibre social aussi dans le pays. Je le disais en commençant, vous êtes un jeune élu. Comment les jeunes perçoivent ces mesures un petit peu d'austérité qui ne dit pas son nom? Je vais prendre l'exemple du budget de l'Assemblée nationale et de l'Élysée qui ont à un moment été proposés d'être augmentés. Je peux vous dire que la colère est montée. Et le fait qu'il renonce, c'est quand même un symbole. Je prends Michel Barnier, par exemple, la visite d'État du roi belge. On n'a pas vu de grands banquets où il assistait, vraiment très, très austère, très simple. Donc, je pense qu'une clarification, justement, des ministres et du gouvernement et de nos représentants, on montre une politique d'austérité, aidera aussi, puisque je vous cache pas que les étudiants vivent avec moins de 800 € par mois et qu'une rentrée, ça coûte 1900. Donc, c'est vraiment très compliqué, que quand on les voit qui vont faire la queue pour aller au Resto du Cœur. Donc c'est sûr que d'un côté, je comprends la colère qui fait qu'on vit pas tous dans le même monde. Alors justement, il faut essayer d'avoir une meilleure perception sociale. Alors pour les étudiants, hein, vous en parlez, c'est vrai, on est souvent sollicités, nous les journalistes, pour en parler. On nous dit, voilà, les étudiants dorment dans leur voiture, n'arrivent pas à se loger. Est-ce qu'il faut aussi avoir une meilleure politique vis-à-vis de la jeunesse qui sera aux commandes du pays dans les années qui viennent, justement pour apaiser aussi les tensions et puis pour avoir un niveau social qui permette aussi d'apprendre sereinement, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Bien sûr, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on a tous un jour été étudiants. Bon, on est dans des terres plus agricoles où justement on n'est pas forcément ancré dans les études, mais quand même on travaille, on est jeune. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde a été étudiant et qu'on n'aide pas les étudiants. Faut pas d'assistanat, comme un grand mot que la droite déteste. Donc faut de l'accompagnement, faut aider ces jeunes-là. On a du talent, faut vraiment aider. Parcoursup, c'est un enfer. Donc déjà, faut le supprimer, Parcoursup. On supprime. Ou du moins en remode, parce que c'est un algorithme, hein, et on pense aux recettes de cuisine qui passent, donc il y a quand même à revoir cette politique-là. Mais vraiment, c'est accompagner. On a des jeunes talents, et justement aujourd'hui, on peut pas s'en sortir par des moyens financiers. Donc c'est très compliqué, et justement, faut accompagner la jeunesse. Et moi, je comprends la colère, encore une fois. Les jeunes ne votent pas tous pour le même bord que moi, mais je comprends justement la colère. Et il n'y a pas de solution qui a été apportée depuis plus de 15 ans. Moi, je n'ai pas connu de solution. Donc, à un moment, il va falloir vraiment les trouver, et ça continuera, justement. C'est une roue, hein, c'est un ancrage. Justement, la droite peut, à ce niveau-là, peser, là aussi, sur des décisions. Là, on peut imaginer pour le logement des étudiants, par exemple, là, ou pour les repas à 1 €. Hein, on en parle depuis très longtemps, sans parler d'assistanat forcément, mais peut peser pour mettre en place des dispositifs qui seraient plus justes. Bien sûr. J'ai du mal avec les repas à 1 €. Puisque en réalité, ça vient vraiment à cher, et je pense qu'il y a d'autres solutions participatives, justement. Par exemple, je pense on peut travailler ensemble, ou on peut faire bon, quand on est étudiant, bien sûr, il y a beaucoup de travail, mais il faut pas passer justement par ça, où c'est la somme, où c'est 1 € ou en aide. Je pense qu'il faut qu'on s'accompagne, et c'est le but d'une société, c'est de vraiment travailler ensemble. Donc je pense que c'est pas vraiment la meilleure des solutions pour le repas à 1 €, mais vraiment, et je pense qu'on va essayer avec le gouvernement, mais comme vous l'avez dit, c'est compliqué. On peut pas faire passer tout ce qu'on veut. On a 3 grands blocs. Je ne pense pas que certains partis vont vraiment être axés sur les politiques étudiantes, puisqu'on a une politique environnementale, on a une politique budgétaire
importantes. On a aussi la diplomatie, les armées. Donc vraiment, faut que ça reste quand même une priorité. Mais aujourd'hui, tout est une priorité. Donc comme je vous l'ai dit, faut tout refaire. Donc ça ne tient pas qu'aux étudiants, même si ça me ferait plaisir qu'on aborde en premier les étudiants, n'est-ce pas? Mais néanmoins, justement, faut les accompagner et faut aider. C'est ça le but. Et par exemple, on peut penser à un revenu minimum pour certains étudiants, parce que c'est un travail ou alors un accompagnement. Et bien sûr, faut investir dans les crous, comme là, je salue les décisions qui ont été prises avant et qui sont presque unanimes. C'est qu'on continue justement à investir dans les politiques étudiantes et qu'il faut pas lâcher, parce qu'on investit dans l'avenir et dans notre pays. Alors l'avenir, c'est aussi le réchauffement climatique, en tout cas l'avenir qui est un peu sombre si on le regarde de ce point de vue-là, avec une transition écologique qui tarde. Aujourd'hui, il y a la COP16 qui se déroule en Colombie. Il y aura des objectifs, on sait qu'ils ne seront pas forcément tenus, ces objectifs. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour votre génération? Est-ce que vous vous dites, voilà, tout est fichu, ou non, on peut encore prendre les choses à bras-le-corps si on nous laisse faire? Alors j'étais à Paris la semaine dernière et pour vous dire que le RER était bloqué avec les inondations. Donc je pense que la question est presque répondue, que bon, il n'est jamais trop tard. Il faut vraiment prendre à bras le corps. Mais bon, faire un peu de politique pour reprendre un exemple. Je pense à la ministre de la Transition écologique qui parle dans la presse, qui fait quelques échos d'aller démissionner parce qu'elle n'a pas un assez grand budget. Je trouve ça un peu petit. Je pense que c'est pas à la hauteur de l'enjeu, qu'on est dans le gouvernement, on doit s'investir et que justement, même s'il y a un petit budget, on espère que c'est temporaire et c'est pour ça qu'il faut relancer toute la machine. Hein. Et donc vraiment, mais c'est qu'il faut faire avec ce qu'on a et c'est une responsabilité collective. Encore une fois, on est une société. Mais c'est vrai que quand on se dit que bon, la France, c'est très peu d'émissions gaz à effet de serre. Hein. On fait les COP, on est vraiment quand même des bons élèves, hein, je tiens à le rappeler. Et quand on voit la Chine ou les États-Unis qui sont vraiment des gros pollueurs, donc c'est vrai que c'est compliqué de s'imaginer, mais en réalité, ça ne dépend pas que de nous. Donc on peut prendre à bras le corps, mais encore une fois, ça ne dépendra pas que de nous. Voilà, il faut que la voix de la France soit plus entendue dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs. On parlera peut-être un peu de diplomatie tout à l'heure, mais il faut que la France soit plus entendue. La France a perdu un peu de son aura, même au niveau climatique, si j'ose dire. La France, faut qu'elle soit indépendante, comme disait le général de Gaulle. Donc oui, c'est une politique française mais européenne, puisque bon, les deux grandes forces politiques, les deux grands pays en Europe sont la France et l'Allemagne. On n'a pas tout à fait les mêmes décisions. Moi je suis très pro-nucléaire. Hein. Je pense que personne n'en sera surpris. Mais voilà, c'est qu'il faut qu'on instaure notre politique et qu'on ait une voix singulière à l'international, et justement sur l'environnement. Mais encore une fois, c'est compliqué de peser quand on a un tout petit pays et qu'on représente très peu d'émissions. Mais c'est pour ça que justement, il faut faire le levier Europe et qu'il faut qu'on travaille plus ensemble sur l'environnement, puisque même si on s'en rend pas compte ou on commence à s'en rendre compte, un jour, il sera trop tard et ça sera comme le budget et on se rendra, zut, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ça qu'il faut prendre. Et par exemple, c'est des progrès, mais faut pas faire des progrès de façade. Faut faire une écologie, une vraie écologie. Moi, je pense à la baie de Saint-Brieuc à côté. C'est une catastrophe totale. Hein. Moi, je le dis, hein, pour l'environnement, pour la faune et la flore, pour l'économie marine, pour la pêche. On parle du parc éolien. Oui, tout à fait, du parc éolien. Je suis anti-éolienne. Là-dessus, je rejoindrai Madame Le Pen pour une fois, les démanteler. Je ne dirais pas non. Mais voilà, c'est qu'il faut pas faire une écologie de façade, c'est que ça sert à rien. Un jour, on s'en rendra compte. C'est qu'il faut vraiment investir dans des énergies décarbonées et qu'il faut faire du progrès. Bien sûr, on peut pas avoir 3 solutions comme ça d'un coup d'un seul. On va pas construire 3 éoliennes et voilà, le problème est réglé. C'est qu'il vraiment faut réfléchir collectivement et je pense que en Europe, on a les moyens de le faire. Alors, il y a une grande peur du nucléaire. On a vu un recul, et puis là, on voit depuis quelques années un retour à une réflexion pour avoir de l'énergie nucléaire. Alors, il s'agit pas de prendre parti ici pour ou contre, mais voilà, c'est une réalité. Est-ce qu'il faut là aussi avoir un grand plan nucléaire? Alors, peut-être à l'échelle européenne, un espèce de plan Mesmer, comme ce fut le cas en son temps. Est-ce qu'il faut repenser ça à l'échelle européenne aujourd'hui? Du moins, moi, oui. Personnellement, oui, mais pas forcément le nucléaire, c'est un projet qui doit être européen, on l'a dit. Le nucléaire, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher. Hein. On pense aujourd'hui, le social, c'est difficile, les gens ne s'en sortent plus. Donc oui, le nucléaire, c'est utile. Et justement, il faut refaire une politique européenne qui marche en réalité. C'est qu'une voix singulière et qu'on soit tous d'accord, qu'il y ait une concordance sur les politiques, puisque ensemble, on est plus fort. Et là, on pourra peser vraiment, on pourra avoir un poids. Et je pense que tout le monde ressentira les effets d'une politique qui sera bonne au niveau européen. Donc oui, voilà, faut investir en Europe et faut qu'on trouve les bonnes solutions. Avec quand même beaucoup de défiance vis-à-vis de l'Europe. Alors, vous êtes une génération européenne, mais il y a beaucoup de défiance aujourd'hui parce que l'Europe ne fonctionne pas toujours comme le souhaitent finalement les Européennes, les Européens. Est-ce que là aussi, il faudra avoir une réflexion autour du fonctionnement de l'Europe, de l'Union européenne? Alors aujourd'hui, je pense que
Personne ne connaît réellement le fonctionnement de l'Europe. On a la Commission européenne, on a le Conseil européen, on a le Conseil de l'Europe, on a le Conseil de l'Union européenne, on a le Parlement européen, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, il y a la Banque centrale européenne. Donc c'est compliqué. Vous êtes en train de me dire, faudrait simplifier là aussi. Ah, du moins expliquer, mais pour le comprendre déjà, non, c'est un système qui quand même, l'idée est très bonne de l'Europe, mais bien sûr la forme commence à vieillir. Il faut vraiment repenser comment ça fonctionne. Parce qu'en face, on a les États-Unis, pays qui marche très bien. On a en face, de l'autre côté, la Chine qui n'est pas très démocratique, mais d'un autre côté qui avance et justement a beaucoup moins de freins que nous. Donc oui, il faut repenser la politique pour être efficace. Et je pense que moi, j'aime beaucoup la simplification. Donc ouais, faut simplifier l'Union européenne et aussi sensibiliser les gens, qu'on comprenne comment ça fonctionne, mais pour que les gens comprennent vraiment, puisque moi j'ai encore du mal à comprendre, hein, vraiment. Et pourtant j'ai eu des cours là-dessus. Je vais vous dire, non, faut vraiment simplifier et après expliquer et montrer l'utilité de l'Europe. Et encore une fois, je vais revenir à l'exemple du plan vélo. C'est qu'il faut que l'Europe ait une voie particulière, un rôle particulier. Puisqu'on peut pas jouer un coup, on va donner quelques sous pour tel machin, pour tel truc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un enjeu européen et qu'il y ait un but européen. Puisque le but, c'est, voilà, on est tous ensemble, mais on sait pas qu'est-ce qu'on fait. L'idée n'est pas là. Donc, il faut vraiment concrétiser l'idée de l'Europe. Plus de politique, moins de technocratie, on pourrait le résumer ainsi? À moins de technocratie. Hein. Moi, je suis très heureux de voir Michel Barnier, un Savoyard accompli à Matignon. Moi, j'ai commencé dans les conseils régionaux et municipaux des jeunes, donc je connais l'enjeu des politiques territoriales. Et aujourd'hui, ce qui va pas en France, c'est en grande partie toute cette technocratie où justement les gens ne comprennent pas comme vous et moi. Qui fait quoi finalement? Qui fait quoi justement? Il faut vraiment donner un rôle aux élus. Et là, je vais continuer à avancer mon argument, c'est qu'il faut donner plus d'argent aux collectivités locales et territoriales. Aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup avec Loïc Chenet-Girard et avec d'autres régions, et on n'est pas du même bord politique, mais une région doit être bien gérée. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, justement, où on n'est pas forcément d'accord, mais il y a quand même un lien avec les habitants qu'on ne peut pas nier, et justement une politique plus utile et plus efficace. Donc il faut vraiment accentuer les dépenses là-dessus, et des dépenses utiles. Un peu plus, on pourrait le dire, de décentralisation. On parle beaucoup d'autonomie. Vous citiez Loïc Chenet-Girard qui parie beaucoup sur une forme d'autonomie des régions et de la Bretagne en particulier pour mieux gérer l'argent évidemment des régions, être au plus près des attentes des habitants sur le terrain. Est-ce que c'est une des clés, une des solutions? Totalement. Je veux dire qu'un marin pêcheur chalutier, je pense pas que quelqu'un dans un bureau à Paris sur une petite grille puisse comprendre comment ça fonctionne. Donc aussi, faut pas oublier les collectivités locales. On a parlé des collectivités territoriales, mais oui, il faut vraiment investir là-dedans, puisque c'est des gens comme vous et moi qui sont conseillers municipaux. Donc oui, c'est ça, c'est la réalité, c'est que les clés sont là. C'est qu'une vraie démocratie, une démocratie qui parle, et justement où on se comprend et où les projets sont là pour les habitants. C'est comme ça qu'on se rend compte que ça fonctionne. Puisqu'on vous parle de milliards qui se passent au sommet de l'État, mais ce n'est pas concret, personne ne voit ce que c'est. Donc, faut faire vraiment à l'échelle locale, montrer que la politique est utile. Et là, faut rabattre les cartes un petit peu. Et j'espère que le ministère de la décentralisation et des collectivités jouera son rôle pour une fois. Voilà, et il faut avoir confiance dans les élus de terrain. On a l'impression que Paris décide de beaucoup de choses et que finalement, on impose aux élus de terrain en leur disant c'est comme ça et pas autrement. On leur fait pas confiance finalement, c'est dommageable cette façon de fonctionner. On leur fait pas confiance, et j'ai envie de dire, si on leur fait pas confiance, on les change. Il y a des élections tous les 6 ans. Donc c'est ça qui est, c'est ça. Alors moi je parlais plutôt du rapport entre Paris et les élus. Ah oui. Il n'y a pas trop de confiance quand vous avez des élus de terrain qui n'ont pas fait forcément des grandes écoles et que vous avez une technocratie. C'est-à-dire que c'est vraiment une idée de contrôle qu'il y a en France. Et bien sûr, moi je suis pas dans les gros bureaux parisiens, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Je tiens à préciser, mais il y a pas vraiment de confiance, non, justement. Et je dirais pas vraiment que confiance, mais je pense qu'il y a quand même un monopole qui tient à rester un petit pouvoir de justement de montrer la ligne et de diriger un peu le pays. Sauf que la France, c'est des régions, c'est des spécificités et ça peut pas marcher d'un seul point de vue. L'Europe des nations, la France des régions, ça pourrait fonctionner comme ça, pour paraphraser justement le général de Gaulle? Ça a marché, donc on recommence, on repart sur les 30 glorieuses. Donc oui, ça a marché et faut relancer. On a perdu cet ADN-là. Il y a plus rien qui est géré. Justement, c'est tout est national, tout est nationalisé. On comprend plus comment ça fonctionne. Donc ouais, c'est ça. Faut concrétiser la chose. C'est comme pour l'Europe. Faut concrétiser parce qu'on est perdu complètement.
Alors, aujourd'hui, on a des régions, des départements qui appellent au secours, on pourrait le dire comme ça, et ça nous ramène au budget, parce qu'on leur donne pas les moyens, puis là, on va voir les restrictions budgétaires qui vont arriver dans beaucoup de branches, mais ça concerne les collectivités territoriales. Est-ce que là aussi, à un moment ou à un autre, il faudra voter les budgets différemment pour les régions, en tout cas, attribuer plus de moyens aux régions pour qu'ils soient ces budgets mieux gérés sur place? Aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, les collectivités avec les recettes des transports gèrent un peu moins de 2% de leur budget. Donc c'est quand même difficile de gérer un budget dont on ne sait pas comment il arrive, et ça se trouve, il peut baisser de 20 à 18%, on ne sait pas du tout. Donc c'est ça, faut essayer de, justement, il y a eu quelques échecs là-dessus, et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas et qui est difficile à comprendre quand même, c'est qu'il faut justement... Moi, je suis pour le cumul des mandats. Pas pour les indemnités, mais pour le cumul. Puisque quand on a un conseiller municipal et un député, justement, à Paris, c'est quelqu'un du terrain, c'est quelqu'un qui connaît. Donc moi, je suis pour, justement, aider que les collectivités territoriales soient représentées à l'Assemblée nationale. Puisque c'est là la question, c'est où vont être votés, justement. Et c'est comme pour les habitants, c'est qu'on ne sait pas ce qui est voté pour nous, et c'est la même chose pour les collectivités locales. Donc elles sont dans le même panier. Donc c'est qu'il faut, justement, concrétiser, et justement que ça rentre, que les personnes rentrent dedans, qu'ils soient concernées et qu'elles puissent participer au débat. Voilà, qu'elles puissent aussi avoir un pouvoir finalement sur ce pouvoir un peu jacobin qui est le pouvoir parisien. Voilà, on va se faire des amis ce matin, mais voilà, c'est important par exemple d'avoir un élu qui est député maire, ça ne choque pas. Bah pas du tout, puisque c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Donc le principal, à l'arrière, si ça pose problème, il y a des règles pour le cumul des mandats, pour les indemnités. Dans ces cas-là, il perçoit une indemnité juste normale. Mais le problème est que justement, ce n'est pas représenté. C'est que la majorité moi j'accable personne, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça paraît représentatif, mais en réalité, cela n'est pas vraiment au niveau des professions. Et c'est pareil pour les régions. Donc je pense qu'on a des gens qui sont sur le territoire, ça peut que être bénéfique que des gens qui sont dans des bureaux qui ne connaissent pas le fonctionnement. C'est comme pour les parachutages, hein. Je pense à Lucie Castet qui a renoncé, et Dieu merci. Donc voilà, c'est qu'il faut envoyer des personnes qui connaissent ces sujets. Et encore une fois, c'est le sujet de la compétence et pas de la communication. C'est un monde très communicant et il faut des personnes qui soient compétentes. C'est le but. Et il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes et on n'est pas forcément du même bord politique, mais c'est là où justement les régions sont au cœur des solutions. Alors, on a eu une alerte. Les Français ont voté, les Bretons ont voté. Ils ont plutôt voté quand même à gauche et au RN. On l'a vu avec cette progression assez importante, y compris ici dans notre région, qui n'est pas une terre d'élection du RN. Est-ce que, selon vous, ça doit alerter peut-être un peu plus votre génération sur le fait que la démocratie est fragile et que beaucoup de choses peuvent se passer? Voilà, on pourrait élargir au grand monde et à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que là aussi il y a une prise de conscience à avoir et surtout de se dire attention, on nous alerte, il faut qu'on écoute les Françaises et les Français? Bah ça fait presque 10 ans qu'on nous alerte, donc il va falloir s'en rendre compte. La progression du RN est quand même frappante dans notre région, quand même une terre anti-RN. Ce qui est dommageable, c'est que justement c'est une colère qui est concrétisée. C'est pas des solutions, puisque on voit la différence entre le RN et LFI. Bon, dans les votes, ça part à tir là. C'est très différent, mais dans la façon d'être, dans les programmes, ils sont économiquement et socialement, c'est très proche. Donc c'est une colère en fait qui parle. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'on dit on n'est pas content. Mais d'un autre côté, j'appelle aussi les personnes, et c'est difficile parce que c'est beaucoup de communication, comme je l'ai dit. Mais il y a une colère sociale, il y a une attente. Je dirais même une colère tout court. J'enlève le social carrément. Non, il y a vraiment une colère. Et justement, c'est qu'il faut apporter les solutions et que c'est difficile, c'est que justement on peut pas promettre la lune et que bon, un jour on s'en rendra compte, mais que je comprends naturellement la colère, et c'est que justement il va falloir avoir des vraies politiques et passer aussi par les régions, des politiques qui seront actives et on verra le résultat. C'est le résultat en fait qui compte. On s'en fiche comment. Pour ça, nous on travaille avec tout le monde. On s'en fiche comment. Tant que le résultat est bon. Le principal, c'est l'intérêt commun, c'est le but public. Donc justement, faut avoir des résultats, et peut-être que d'ici là, quelques années, les scores changeront et on verra que les personnes seront plus raisonnées et seront moins en colère parce qu'il y aura eu des résultats. Alors justement, ces résultats, les Français aujourd'hui attendent que ça aille vite. Alors on est dans un monde qui a beaucoup évolué, la Ve République s'adapte, on va dire. Est-ce que on passe du temps des promesses au temps de la réalisation? Parce que on a souvent reproché au personnel politique, c'est assez d'ailleurs transversal en termes d'idéologie, mais on a souvent reproché au personnel politique d'avoir beaucoup promis et de ne pas avoir tenu ces promesses. C'est la politique aujourd'hui, c'est de la communication. Et moi, j'accable le personne. Nous, on est moins dans la communication quand même. Je reprendrai l'exemple de Michel Barnier.
voilà, bien sûr, faut parler aux jeunes. On pense notamment aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est un vrai levier de puissance parce que par exemple, moi, je vais prendre un exemple, puisque j'arrive à mes 18 ans et donc j'ai beaucoup de personnes étudiantes. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui votent pour Monsieur Bardella et pour Monsieur Attal, mais incapables de donner une idée. C'est que le gars, il parle bien et tout ça, donc c'est de la communication. Et là, On vote pour une image, c'est finalement. ça. Et donc aujourd'hui, c'est même plus les promesses, c'est juste l'image, c'est que de l'image. Donc à la rigueur, c'est même plus dans les promesses. Déjà que c'est un problème, les promesses, c'est qu'il il faut les tenir. Mais aujourd'hui, c'est juste dans l'image. Donc le problème est là, et justement, c'est que ça fait plaisir. C'est que bon, voilà, il présente bien, il va être notre président, mais qu'un autre côté, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de fond, finalement. C'est ça. Donc vaut mieux voter pour quelqu'un que j'ai envie de dire qui fait pas rêver, mais qui est là pour travailler et que vous avez les mêmes idées. C'est que c'est pas de la communication, c'est pas pour plaire. Le but, c'est de faire. C'est le défi de votre génération. Voilà, il nous reste 2 petites minutes. C'est un peu comme les épreuves du bac, les interviews. C'est le défi de votre génération, justement, de moins promettre, d'être plus en phase avec la réalité et surtout d'avancer, de poser les problèmes et de tâcher de les résoudre. Ouais, c'est même le défi je dirais, pour la génération d'avant, puisqu'elle est encore au pouvoir. Mais non, c'est le défi aujourd'hui, c'est vraiment de répondre aux questions qui se posent. C'est qu'on voit à Gaza, c'est compliqué, on voit aux États-Unis. Donc, tout le monde est compliqué. C'est un monde en guerre, et pas que militairement ou diplomatique, ou de termes diplomatiques. Mais justement, c'est qu'il va falloir se rendre compte, que c'est fini et qu'il faut travailler maintenant. Et les promesses, c'est fini. La communication, c'est fini. Et que si on veut s'en sortir, il n'y a pas 40 solutions. Un petit mot, on avait promis de parler des radios associatives. On va être très touché par la baisse du budget en ce qui nous concerne pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Est-ce que c'est important aujourd'hui de maintenir les radios associatives? J'espère que votre réponse sera positive. Mais est-ce que c'est important pour la démocratie aujourd'hui? On voit qu'il y a des enjeux. Voilà, il y a beaucoup de fake news, beaucoup de choses comme ça qui circulent et beaucoup sur les réseaux. Est-ce que finalement on est utile? Je pense que je vais surprendre personne. J'ai été invité à Bretagne 5 ici et je vous en remercie il y a 1 an maintenant. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir justement où vous invitez des jeunes. Je pense à Gwendal Jean, à Lancelot Durand. On travaille beaucoup ensemble et pourtant on n'a pas toujours les mêmes idées. Donc voilà, ça marche. Et non, c'est vraiment c'est un dernier rempart quand même, puisqu'on a avec la vie locale par exemple. C'est que vraiment c'est important pour la démocratie et que moi, par exemple, tant pis pour moi, je suis pas invité au niveau national, mais peut-être un jour, on verra. Mais je suis très heureux de venir ici, puisqu'on se parle en toute franchise et vraiment, on avance. Et oui, c'est un rempart où justement, on peut discuter ensemble et qu'il n'y a pas de fake news. C'est vraiment quelque chose, j'allais dire, pas de familial, vous voyez, mais que vraiment, on s'entend bien, on se parle bien et que c'est très respectueux et c'est vraiment, je pense, un des derniers remparts dans notre démocratie. Voilà. Alors, atténuons la baisse de budget pour les radios associatives. On va parler un petit peu pour notre chapelle. Merci infiniment, Kenzo Raoult, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller régional jeune à la région Bretagne. Vous êtes également conseiller municipal des jeunes à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Merci infiniment. Vous êtes affilié républicain, je le dis aussi. Ça, c'est pour l'aspect politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.